et non pas obligatoire. C'est le contraire pour les rayonnements particulaires. Donc, puisque le rayonnement, il est un rayonnement électromagnétique, il fait partie des autres rayonnements par effet photoélectrique, par effet quantum, par effet de création de paires. Donc, c'est une interaction qui est aléatoire. D'accord? Oui, professeur, merci. Oui. D'autres questions? J'ai pas compris les effets secondaires d'effet quantum. Oui? Les effets secondaires de l'effet quantum. Oui. Les effets secondaires de effet quantum, donc les conséquences, donc c'est des conséquences ou des effets secondaires, c'est que normalement l'effet quantum, il y a une interaction d'un photon ou d'un rayonnement électromagnétique qui est non particulaire avec un électron de la couche, surtout les couches superficielles. Ça peut être la couche, les dernières couches, M, N. Donc, c'est des couches qui ne sont pas profondes par opposition à l'effet photoélectrique. Et les effets secondaires, c'est que cette énergie, elle est déposée par le photon. Il n'est pas entièrement déposé. Ça veut dire que il y a une partie de l'énergie que l'électron de la couche périphérique, il va emporter et il va être déplacé de sa couche et le photon, il va donc partager cette énergie avec cet électron. Ça veut dire on va avoir un photon qui est également secondaire. Donc l'électron, on l'appelle l'électron, il va ioniser, il va exciter les autres atomes, et le photon, il va donner également d'autres effets. Alors, maintenant, il y a des effets secondaires. C'est quoi ces effets secondaires ou ces conséquences? C'est que on va pas avoir une absorption totale du photon, et le photon, il peut interagir soit à l'extérieur, par exemple le cas de l'imagerie radiologique, il y a beaucoup d'effets quantum quand on ne canalise pas le faisceau de rayons X. Ça veut dire quand on ne met pas de diaphragme, il faut diaphragmer, il faut zoomer peut-être. Et donc il y a des rayonnements qui sont dispatchés dans tous les sens. Et donc il y a le risque d'irradiation du personnel. Déjà, le personnel qui fait l'examen, il va s'irradier. Et un deuxième point, c'est que le photon qui est secondaire, qui a déposé, qui est émis après avoir déposé une partie de son énergie à l'électron, il va parasiter l'image. Donc c'est le flou de l'image. Donc l'image, il n'est pas clair. D'accord? Par exemple, en scintigraphie, en imagerie scintigraphique, telle que la scintigraphie osseuse, thyroïdienne ou autre, le faisceau de photons qu'on utilise, c'est les photons surtout par effet photoélectrique pour que l'image soit plus claire, plus nette. Et donc, les deux effets, c'est à la fois le flou de l'image ou l'altération de l'image qui est le produit donc, de cette interaction de rayonnement avec le cliché ou avec, bien sûr, avec le cliché radiologique ou avec le détecteur. Et deuxièmement, il y a l'irradiation du personnel. C'est un effet qui est néfaste, donc qui n'est pas désiré par le personnel. Il faut se protéger de ça. D'accord? Oui, merci. Oui. Monsieur, Oui, bonjour. bonjour. Je me demande, est-ce que la caméra à scintillation, c'est la gamma caméra? Oui, C'est la même chose. c'est la même chose. La gamma caméra, c'est un appareil, c'est un détecteur qui va détecter, son nom l'indique, il va détecter les rayons gamma.
Et la caméra à scintillation, c'est le principe. Ça veut dire que les rayons gamma qui sont de forte énergie, de 140, par exemple l'exemple du technétium 99M, il a une énergie de 140 kV. Et puis le photon, il ne peut pas être détecté par cet appareil, donc il est obligatoire de le scintiller, de le disperser, d'où le nom de la caméra à scintillation. C'est grâce à ce détecteur qui est le scintillateur. C'est un cristal, c'est de l'iodure du sodium dopé au gallium. Donc c'est un cristal qui fait ce qu'on appelle donc la scintillation ou l'excitation. C'est le même principe de l'excitation. Et le photon qui est très énergétique, il va être dispersé en petits photons de 3 électrovolts. Donc 140 divisé par 3, à peu près une cinquantaine de photons de 3 électrovolts. Et ces photons, ils vont être reconvertis en électrons parce que c'est l'électron qu'on peut donc usiner, qu'on peut utiliser dans cet appareil de caméra à scintillation. Parce que les électrons, ils ont une charge et ils peuvent être déplacés dans un champ de différence de potentiel. Et donc, c'est pour cela qu'on l'a appelé à la fois la gamma caméra, parce qu'il détecte les rayons gamma, et la caméra à scintillation, et on l'utilise dans l'imagerie scintigraphique. Donc, c'est l'imagerie scintigraphique où on parle de, par exemple, la scintigraphie de l'organe, scintigraphie thyroïdienne, scintigraphie osseuse, cardiaque, scintigraphie cérébrale, et ainsi de suite. D'accord? Oui, monsieur. Merci. Oui? Monsieur, Oui? monsieur, j'ai une question concernant la biophysique de la vision. J'ai trouvé une question à la fin du cours qui dit l'accommodation est nulle chez un sujet âgé et chez un enfant, bien sûr que c'est chez un sujet âgé, et puis en vision de loin et en vision de près. Et j'arrive pas à trouver la réponse entre. La bonne réponse, Car normalement. on sait. L'accommodation, c'est un phénomène dû à l'effet donc de le cristallin. Donc c'est l'organe de l'accommodation. Donc le cristallin, il se raccourcit ou il se dilate. Lorsqu'il se raccourcit ou se dilate, en fonction de la proximité de l'image ou de l'objet, pardon. Donc c'est l'objet lorsqu'il est plus proche du cristallin. Normalement, le rayon de courbure, il va diminuer pour que la puissance augmente. On a la relation que la puissance égale N2 moins N1 sur R. Le rayon de courbure de ce cristallin, quand il va diminuer, bien sûr, donc il y a un étirement au niveau des muscles du cristallin, des muscles des muscles qui attachent et qui font ce phénomène d'accommodation. Il faut qu'il y ait la vision de près. Donc la vision de loin, il n'y a pas d'accommodation normalement. La vision de loin, lorsque le sujet il accommode, il n'est pas normal. Et lorsqu'il accommode de loin, c'est ce qu'on appelle l'hypermétropie. Donc l'enfant ou le sujet qui accommode de loin, déjà, il a une image qui est placée derrière la rétine. Il n'est pas normalement la vision de loin, il doit être vue clairement chez un sujet normal. Mais lorsqu'il accommode, c'est l'hypermétrope ou l'hyperope. Le sujet âgé également, il accommode, mais d'une manière faible. Ça veut dire qu'il ne peut plus accommoder lorsque l'image il est à la limite normale, à 20 cm, il ne peut pas accommoder et il est obligé d'éloigner l'objet. Il va l'éloigner. Pourquoi? Parce que son cristallin, il est vieilli, on a dit c'est une sénescence, c'est un vieillissement du cristallin. D'accord? Donc un sujet âgé, il peut accommoder mais à une distance plus loin que le sujet jeune.
Un sujet normal, normalement, une vision de loin ne doit pas accommoder. Il accommode à une vision de près, à 20 cm ou 25 cm. Et un sujet qui est anormal, hypermétrope, il accommode à la vision de loin, c'est-à-dire à l'infini, à 5 mètres. D'accord, les questions, c'est quoi exactement? Je n'ai pas bien noté les questions. Est-ce que j'ai répondu? Non? Monsieur, la question c'est l'accommodation est nulle. Donc c'est en Il- vision de loin ou bien de près. Alors, elle est nulle à la vision de loin. La vision de loin, l'accommodation, elle est nulle. Pourquoi? Chez un sujet normal, il est nul. On n'est pas donc obligé d'accommoder pour voir, par exemple, les étoiles ou la montagne devant nous avec la neige. On n'a pas besoin d'accommoder. La vision de loin, normalement, à l'infini, l'image, il doit être projeté, l'image de l'objet, il doit être projeté sur la rétine et non pas derrière ou lorsqu'il est derrière, c'est l'hypermétropie. Donc la vision de loin, l'accommodation, elle est nulle. Merci, monsieur. Monsieur, Oui? j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir la presbytie et la myopie en même temps? C'est-à-dire le sujet Oui. et la myopie. La presbytie et la myopie en même temps. Normalement, c'est vrai, on peut l'avoir, mais à un âge plus avancé, plus avancé. Donc, le myope, normalement, le myope, il a, il a donc donc la distance entre la cornée et le punctum proximum, il est très proche. Ça veut dire, il est plus proche de la cornée. Le PP, il est plus proche. Et donc, il peut être à la fois myope, mais à un âge avancé. Par exemple, donc je donne l'exemple. Un sujet normal, comme moi, par exemple, moi j'ai la cinquantaine, donc 52 maintenant, je suis presbyte. Je ne peux pas donc lire ce qui est sur l'écran sans mettre, bon, je peux lire, mais d'une manière floue, sans mettre mes lunettes. C'est des lunettes, c'est des verres sphériques qui sont convergents pour la vision de près. Mais un sujet myope, il va attendre jusqu'à 60 ans, il devient presbyte. Ça veut dire que déjà, son cristallin, il peut supporter la vision de près. Donc, il n'a pas besoin de mettre les lunettes. Il a une bonne vision de près. Il n'a pas besoin de mettre les lunettes pour la vision de près. Mais bien sûr, à un âge avancé, après les soixantaines ou après 65 ans, il va devenir presbyte. Donc, il peut être à la fois, il est myope pour la vision, il est myope pour la vision de loin. Ça veut dire que l'image, il est toujours en avant de la rétine. Et il devient presbyte parce que son cristallin, il a vieilli, donc il peut avoir les deux à la fois. Oui? Monsieur, oui, monsieur. Merci. Oui. S'il vous plaît, une question en ce qui concerne l'œil réduit de l'Istan. Oui. J'ai pas compris comment il a réduit l'œil en une seule dioptre. Et on a normalement dans l'œil plusieurs dioptres et on a des espaces. Est-ce que cela, bien sûr, ne va pas influencer sur les calculs et les puissances et tout cela? Ouais. Pour l'œil réduit, c'est un schéma qu'on utilise pour les calculs. Effectivement, donc c'est les calculs. Et là, on a vu que les différents dioptres de l'œil, on peut faire la somme des dioptres. Ça veut dire dioptre cornéen antérieur et postérieur, cristallin antérieur et postérieur. Et tout ça, on peut faire la somme. La somme de tous ces dioptres, c'est à peu près 60, plus ou moins 5 dioptries. Là maintenant, pour les calculs, il y a toujours des incertitudes. Donc, ce n'est pas des calculs exacts à 100%. Ça veut dire qu'on peut avoir 65 dioptries normales. On peut avoir 59 dioptries normales. Donc, plus ou moins, c'est 64 plus ou moins 4 dioptries ou 5 dioptries.
Ça, c'est un schéma qu'on utilise pour faire des calculs, pour faire des études épidémiologiques. Par exemple, on va voir le nombre de myopes dans la faculté de médecine. On n'est pas obligé de mesurer le dioptre cornéen antérieur et postérieur, cristallin antérieur et postérieur. Donc, c'est ce qu'est les machines. Donc, on a vu à la fin du cours, par exemple, le kératoréfractomètre. Il mesure la puissance d'emblée par des calculs. Donc, c'est des calculs et des schémas pour les études. Pour les études de masse, de plusieurs personnes. D'accord? Oui, merci, monsieur. Monsieur, Oui? s'il vous plaît, concernant la différence entre un presbytie et un hypermétrope, est-ce que ça consiste dans le fait qu'il faut Comment? la division de si on fait une comparaison entre un Oui? hypermétrope et un presbytie? Oui. La Alors, différence. en quoi consiste la différence? Alors, la différence entre presbyte et hypermétrope ou hyperope. Pour le presbyte, ce n'est pas une pathologie. Ça veut dire un sujet normal, après soit 50 ans, il devient presbyte. C'est un vieillissement ou une sénescence du cristallin. Pour le sujet hypermétrope, c'est déjà un sujet, c'est un jeune, surtout les enfants de l'âge de scolarité. Et le point commun entre les deux, c'est que les deux, ils ont une vision qui est floue. Et la différence, c'est que l'enfant ou le presbyte, pardon, l'hypermétrope, il va accommoder de loin. Je fais un examen de l'acuité visuelle. L'enfant ou le sujet hypermétrope, il peut répondre normal. Il va répondre, donc il va avoir 10 sur 10, mais lui, on a dit que l'hypermétrope, il a, à la fin de la journée, des céphalées, il a des signes, des picotements de l'œil, il y a une rougeur. Donc, il ne peut plus se concentrer après. Il est obligé qu'il met ses lunettes pour la vision de loin, pour voir pour surmonter cette mise au point ou cette accommodation. Et donc, un hypermétrope, c'est une pathologie, alors que le presbyte, c'est une altération qui est physiologique du cristallin. Les deux, ils ont une correction par des verres sphériques convergents en fonction du degré de presbytie ou de degré d'hypermétropie. Et la différence, c'est que déjà, il y a l'âge, il y a les signes cliniques, donc les céphalées, pour l'hypermétrope, les céphalées, les troubles oculaires, le manque de concentration à la fin de la journée. Mais le sujet presbyte, il va accommoder seulement pour la vision parce que l'hypermétrope, c'est la scolarité, il va suivre le cours sur l'écran, sur le tableau. Mais le sujet hyperope, il a que des utilisations limitées. Il peut voir donc son portable en éloignant ou lire son journal en éloignant un petit peu. Mais les deux, ils ont le même correction, c'est des verres sphériques convergents. D'accord? Donc, monsieur, quand on veut faire une accommodation, c'est au niveau du punctum proximum. L'accommodation, c'est que, oui, normalement, j'ai dit que le punctum proximum, lorsqu'il y a un trouble d'accommodation, il est éloigné.
il se rapproche du punctum remotum. Donc, quand on utilise la correction, on va rapprocher le punctum proximum à la cornée. On va le rapprocher à l'œil. Mais le punctum remotum, on ne le touche pas parce que l'accommodation, c'est la vision de proche ou de près. Merci. Oui. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Monsieur, Oui. J'ai pas bien saisi la différence entre un dosimètre actif et un dosimètre passif. Mhm. Oui. Alors, je commence par le dosimètre passif. Le dosimètre passif, c'est un dosimètre qui est passif. Il n'est pas électronique, il n'y a pas un détecteur à gaz ou détecteur d'ionisation. C'est un détecteur passif, ça veut dire que c'est une plaque ou c'est un film. C'est un film comme le film radiologique. C'est un petit film qui est placé au niveau de la poitrine. Bien sûr, on va l'attacher par une agrafe. Et il va nous renseigner sur l'exposition passive également. Ça veut dire quoi passif? Ça veut dire lorsqu'on travaille dans un milieu où il y a le rayonnement, on est exposé. Alors, quand on est exposé, ces rayonnements, ils peuvent être plus ou moins importants ou intenses. Et le nombre de rayonnements qui sont exposés sur notre thorax ou sur l'organisme, il est reflété sur ce petit film. Il y a des petits points, donc parce qu'il y a des impacts sur le film. Et le nombre de points, bien sûr, donc le dosifilm ou le dosimètre passif, on va le garder pendant 1 mois au niveau du thorax, au niveau, donc chaque fois qu'on met la blouse et on commence à travailler dans un service où on utilise les rayonnements ionisants, il va accumuler donc ces rayonnements pendant le mois, tout le mois. D'accord? Mais donc, après, à la fin de chaque mois, il y a le physicien médical qui va prendre, donc bien sûr, il va faire une collecte de tous les dosimètres du personnel et il va l'envoyer dans un centre de radioprotection. Et maintenant au Maroc, c'est le centre AMSNOR, l'association marocaine de la sûreté nucléaire et des rayonnements. Et eux, ils ont des spécialistes, donc ça veut dire qu'ils vont voir avec des microscopes le nombre de points ou le nombre de petits impacts sur ce film. Et ils vont déduire par leur technique la dosimétrie ou la dose que votre corps il a absorbée ou il a accumulé pendant le mois. Ça, c'est pour le dosimètre passif. Après, donc, le mois qui va suivre, ils vont vous donner un autre film. Bien sûr, il y a le portoir du petit film et il n'est pas, donc on ne va pas le changer, mais c'est le film. Chaque mois, on change ce film. Donc, c'est un dosimètre qui est passif, qui va vous faire une identification où il va vous, bien sûr, il va donner la valeur ou la dose que vous avez absorbée. Et bien sûr, c'est intéressant parce que après les années, on peut être exposé parfois plus ou moins, parfois d'une manière massive. Quand on est très exposé, il faut changer le poste de travail. Le dosimètre électronique ou actif, c'est un dosimètre qui est électronique et je l'ai mis dans la rubrique des détecteurs de chambre d'ionisation également. C'est un dosimètre qui va donner des valeurs, c'est des valeurs qui sont d'abord directement enregistrées, donc ils sont storés sur le champ. Donc chaque matin, je peux prendre, c'est un dosimètre également que je vais le porter sur la poitrine et il y a un petit, donc il y a un code barre et il va donner sa valeur qu'on utilise et chaque matin, mon dosimètre active à la fin de la journée de travail, peut-être à 15 heures ou quand je vais faire donc la sortie, je vais le placer devant un détecteur. Il va me donner la valeur de l'exposition. Donc c'est quotidien et également il peut être
téléporté sur un centre ou chez la physicienne. Il va suivre tout le personnel. Il va vérifier la dose qu'ils ont accumulée au cours de la journée. Donc, c'est un dosimètre qui est, on va dire, qui est active et il n'y a pas de film. Donc, il n'y a pas de film sur ce dosimètre. C'est électronique, c'est un dosimètre, bien sûr, avec des petites chambres d'ionisation. C'est bon? Ah, d'accord, merci, monsieur. Ouais. Oui, il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, quelle est la différence entre un scintillateur liquide et un scintillateur solide? Oui. Bon, moi, on a assisté sur les scintillateurs solides. Un scintillateur liquide, c'est le même principe, ça veut dire, le scintillateur solide d'abord, j'ai dit, le rayonnement qui est de haute énergie, donc qui a une énergie très élevée de 140 kV pour le technétium, 99 M, pour le fluor 18, lorsqu'il a l'émission de deux photons d'annihilation, c'est 511 kV. Donc, ces scintillateurs, ou même l'iode 131 qui a une énergie, par exemple, pour les photons gamma, il émet à la fois les bêta- et les gamma. Et les gamma, ils ont une énergie de 360 kV. Donc, le scintillateur, il va scintiller, donc, il va disperser cette énergie en petite énergie. C'est ça la scintillation. C'est-à-dire, il va convertir le photon à haute énergie en de petits photons de faible énergie pour qu'ils seront convertis également en électrons par la photocathode qui va convertir le photon en électron par effet photoélectrique. C'est le détecteur à scintillation solide. On l'utilise pour l'imagerie scintigraphique, l'imagerie cardiaque, pulmonaire, cérébrale, osseuse et ainsi de suite. Pour les détecteurs à scintillation, pour la scintillation liquide, on l'utilise en radiobiologie. Donc, vous avez fait le cours de radiobiologie. Normalement, il y a un produit qui va scintiller. Au lieu de mettre des cristaux, on va utiliser un produit et on va également, donc, on va faire une sorte d'une solution où il y a le scintillateur liquide et le sérum, par exemple, du patient ou le plasma, ou même le sang, le plasma qui contient un liquide biologique. Et donc, cette scintillation, il va donner des petites images, par exemple, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, les cas de la radiobiologie, il y a des atteintes au niveau des nucléaires, donc on va trouver des chromosomes sous forme de petits anneaux annulaires, des cassures chromosomiques et tout ça. Donc on peut faire un diagnostic de l'irradiation massive par les rayonnements ionisants. C'est le cas des accidents nucléaires, c'est le cas des armes nucléaires. Donc la différence, je résume, c'est que le scintillateur liquide, il s'utilise avec des solutions, c'est comme un dosage, c'est comme un phénomène de mise en évidence des anomalies au niveau des cellules du sang. Et le scintillateur solide, c'est l'imagerie par des photons qui sont émis à travers le corps du patient. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Faites le scintillateur. Je m'excuse. Le détecteur de semi-condition, on n'est Oui. pas obligé de savoir tout ce qui les bandes NP et la polarisation semi-inverse et tout cela. Donc bon, moi, ce que j'insiste, c'est, donc je vais vous dispenser de ça, de tout ce qui est électronique, c'est pas notre cadre du cours des détecteurs. Mais je souligne surtout sur le fait que le détecteur
un semi-conducteur, il est plus sensible que le détecteur à gaz. Il est presque 10 fois plus sensible. Donc, il peut mettre en évidence des rayonnements de faible énergie. J'ai mis 3 électrovolts, il peut les détecter. Alors que le détecteur Geiger-Müller, il faut 30 électrovolts pour qu'on peut les détecter. Et également, la géométrie de l'appareil, il est petite. Donc, l'appareil de détecteur semi-conducteur, il est plus pratique, on peut le porter, on peut le mettre. C'est pas le cas des autres détecteurs. Bon, mais sinon, Merci, les autres monsieur. détails, donc j'insiste pas sur ça. D'accord? Monsieur, Oui, s'il vous monsieur. plaît, Oui? c'est quoi la cycloplégie et à quoi ça sert? Alors, la cycloplégie, on a parlé en l'hypermétrope, il accommode de loin. Ça veut dire que je veux faire la correction de l'acuité visuelle. On va trouver que ce sont des valeurs normales. Mais lui, il a des problèmes oculaires. Il a les picotements, il y a la rougeur, il y a les céphalées orbitaires, il y a le trouble de concentration à la fin de la journée de l'école. Et donc, pour éliminer on va dire ces défauts négatifs, ils sont anormaux, ils ne peuvent pas voir bien la vision de loin à 5 mètres. C'est des faux négatifs, mais c'est des vrais positifs, c'est-à-dire ils sont atteints d'une pathologie oculaire, d'une amétropie. Et donc, pour les mettre en évidence, on utilise des collyres, des cycloplégiques, ça veut dire des collyres qui vont paralyser provisoirement, ils vont bloquer le phénomène d'accommodation, donc pour la vision de loin. Donc, on va utiliser des petites collyres, par exemple, je ne sais pas, l'atropine ou des cycloplégiques. C'est des collyres, c'est des gouttes que je vais mettre à l'enfant. Et puis, je vais lui présenter le tableau de l'échelle de l'acuité visuelle à 5 mètres. Donc, de cette manière, je ne vais pas avoir donc, un faux négatif. Donc, il ne va pas avoir ce phénomène de réflexe d'accommodation, tout simplement. D'accord? C'est monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Concernant la TEL, le transfert d'énergie linéique, il concerne uniquement les particules chargées ou on peut parler de transfert de TEL au niveau des photons? Alors, très bien, une très bonne question. Le TEL, le transfert d'énergie linéique, il concerne les particules chargées. Donc, les particules chargées lourdes et légères. Et donc, c'est un transfert d'énergie linéique parce que on va faire intervenir la vitesse de la particule, hein, parce que les photons, ils ont une vitesse de lumière, alors que les particules, peut-être ils ont une vitesse plus ou moins élevée. Et l'ionisation, on a dit, et l'excitation, c'est les particules qui vont induire ces phénomènes. Donc le TEL, pour moi, c'est surtout les particules chargées et non pas les photons. Mais n'empêche que les photons, ils ont un effet indirect, donc ils peuvent mobiliser les électrons et donc eux aussi, ou induire ce qu'on appelle le phénomène de création de paires. Donc indirectement, ils vont mobiliser ces particules et ils vont avoir ces particules l'effet indirect. Mais pour ne pas donc vous mettre un peu dans la confusion, on va dire le TEL, surtout je l'ai mis dans le chapitre des interactions des particules chargées avec la matière et non pas les photons. D'accord? Oui, monsieur, merci. Monsieur, Oui? monsieur, quel cas les deux focales sont sur la rétine? Parce qu'on a vu que dans l'astigmatisme régulier, il y a Oui. régulier simple, on a juste un seul focal qui est sur la rétine.
Oui, Donc, un astigmatisme régulier, il y a une seule focale, un astigmatisme simple. Simple. Il y a oui, une ça, seule focale sur la rétine. Mais ce qui diffère, est-ce que c'est l'horizontale ou la verticale? C'est l'astigmatisme régulier ou c'est l'astigmatisme régulier direct ou indirect. Hein? L'astigmatisme qui est direct, l'astigmatisme régulier direct, c'est que toujours l'horizontale, il est devant la verticale. Donc, c'est un astigmatisme régulier qui est direct. L'horizontal, lorsqu'il est simple, c'est l'horizontal qui est sur la rétine. Lorsqu'il est indirect, ça veut dire que la verticale, je parle là de l'astigmatisme simple, régulier et hypermétropique. D'accord? C'est la verticale, toujours là, c'est la verticale lorsqu'il est indirect, c'est la verticale qui est devant l'horizontale. Donc pour l'astigmatisme simple, qui est indirect, c'est la verticale qui est sur la rétine et l'horizontale, il est derrière la rétine. Mais l'astigmatisme qui est irrégulier, c'est un astigmatisme, il n'y a aucune focale. C'est une cornée qui est déchiquetée, qui est qui n'a pas de forme. Donc, c'est pour l'astigmatisme régulier qu'on utilise la focale directe et la focale horizontale et verticale. Et le type direct ou indirect est simple ou composé ou... D'accord. Est-ce que j'ai répondu monsieur, à vous? euh, Mhm. mais dans quel cas les deux focales sont sur la rétine? C'est pas... Alors, donc j'ai dit, d'abord, c'est un astigmatisme qui est régulier, n'est pas irrégulier. Le type Oui, irrégulier, la correction se fait par la chirurgie, par la plastie de la cornée, on fait la greffe de la cornée pour le type irrégulier. Pour le type régulier, simple, il est direct ou indirect. On va voir. S'il est direct, une focale qui est toujours la focale horizontale, il est devant la verticale. Donc pour l'astigmatisme simple également et irrégulier, pardon, donc le simple direct, la focale horizontale, il est devant la verticale. Le simple indirect, la verticale qui est devant l'horizontale. Et selon le type, donc, est-ce que c'est myopique ou hyperopique, on va voir, est-ce qu'il est, toujours il y a une focale sur la rétine, en fonction de myope ou hyperope, c'est l'autre focale, soit il est en avant ou derrière la rétine. D'accord? donc si les deux sont sur la rétine, donc l'œil est normal. Les deux Oui, sur la rétine, oui, oui, il est normal. Si les deux sont sur la rétine, c'est pas un astigmatisme. c'est... D'accord? Lorsqu'il est deux sur la rétine, c'est un point. C'est l'intersection des deux points. Donc, ça veut dire il n'est plus une droite, c'est un point, l'image d'un objet. OK? C'est bon, monsieur. Une minute, je vais mettre la prise. Il va se décharger. Oui, oui, je vous entends. Oui, allô? Allô? Oui, Oui, monsieur, on vous entend. Oui. Alors, vous avez d'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris pourquoi la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse alors qu'on avait dit que le sang se propage plus vite dans les milieux plus denses. Oui. La conduction aérienne, il est plus rapide que la conduction osseuse.
Oui, je n'ai pas compris. Normalement, on a vu que donc je peux poser la même donc la réponse comme le cas euh, de la lumière. Normalement, la lumière, au niveau de l'air, il se propage d'une manière plus rapide. Il n'y a pas d'obstacle où le milieu il est homogène et transparent. Dans un milieu il n'est pas l'air, la vitesse il est diminuée, il n'est plus égal à la vitesse de la lumière. Par exemple, dans l'eau, la vitesse de la lumière il est ralenti. Pour le son, la vitesse du son il est plus accéléré au niveau de l'air. Et il est plus ralenti au niveau de l'os. Parce que l'os, il y a une viscosité, je ne sais pas, il y a donc de la matière. Et donc la vitesse normalement aérienne, il est supérieure que la vitesse, donc pour la vitesse du son au niveau de l'air, il est plus rapide qu'au niveau au niveau de la conduction aérienne, il est supérieur à la conduction osseuse. C'est ce qu'on a fait dans le cours. Non? Ou c'est l'inverse? Non, monsieur, c'est pas parce que dans le cours, on avait dit que le son se propage plus rapidement dans les milieux denses que dans les milieux moins denses. Et dans une autre partie du cours, il y avait que normalement, la conduction aérienne doit être supérieure à à la conduction osseuse. Normalement, la conduction aérienne, il doit être supérieure à la conduction osseuse, mais à l'exception, il y a parfois les pathologies parce que pour cette la deuxième partie de votre question, c'est que on va voir des états pathologiques. Et donc, il y a des otites, il y a des obstacles. Par exemple, pour la conduction aérienne, il y a les bouchons de cérumen, il y a les otites avec des collections purulentes. Et donc, dans ce cas-là, la conduction osseuse, il est plus rapide que la conduction aérienne. Parce que au niveau de la conduction osseuse, on va court-circuiter l'oreille moyenne, où il y a la surdité. C'est surtout les surdités de transmission. Donc, la conduction osseuse, il va court-circuiter, il va passer. Donc, les vibrations du diapason, ils vont passer directement à la cochlée. Et dans ce cas-là, la conduction osseuse, il est supérieur à la conduction aérienne, ou même la conduction aérienne, il est aboli. Il n'y a pas donc le son, il ne peut pas passer. Mais en théorie, normalement, la conduction aérienne, il doit être supérieure à la conduction osseuse. Je pense que c'est un peu logique. C'est surtout, il faut raisonner sur, pour les mesures de cette transmission aérienne et osseuse, c'est du côté pathologique. Lorsqu'il est normal, la conduction aérienne, il va passer plus rapidement que la conduction osseuse. Lorsqu'il y a une collection, un obstacle pour les vibrations sonores vers l'oreille interne, il va y avoir la conduction osseuse. Il est plus rapide et plus meilleur que la conduction aérienne. Sinon, est-ce que j'ai répondu, non? Oui, c'est bon, j'ai compris. Sinon, il peut y avoir des petites erreurs. Vous pouvez m'écrire le chapitre et également la page où vous avez la contradiction et la question avec pour que peut-être la séance prochaine, on peut répondre sur des points qui sont plus en détail. Maintenant, j'ai pas le cours devant moi, mais on peut le revoir. D'accord? On peut revoir ces paragraphes qui sont un peu contradictoires. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Monsieur, j'ai une question, l'interprétation de la loi de Henry. Oui? Monsieur, on a déjà dit que la remontée, lorsqu'on a une remontée trop rapide, on a une diminution de la pression. Donc, on a un phénomène de surdissolution. Monsieur, on a déjà dit le phénomène de dédissolution, la diminution de la pression rapide, on a une dédissolution brutale. Donc, monsieur, la dédissolution brutale, il y a le phénomène de surdissolution. Surdissolution,
Alors, quand on monte d'une manière verticale, on va dire qu'il y a le gaz qui est l'oxygène et l'azote, qui sont en grande quantité diffus dans le plasma ou dans le sang. Ils vont se transformer d'une manière rapide sous forme de bulles. Donc des bulles qui vont être bloquées, c'est l'embolie gazeuse. C'est la dédissolution. Donc ils étaient dissous et ils deviennent non dissous, ils deviennent de bulles, donc de l'état dissous à l'état gazeux. Donc c'est une dédissolution qui est importante. La surdissolution, c'est l'inverse. Lorsqu'il plonge à l'intérieur, la pression augmente et donc l'air qui est dans les bouteilles de gaz ou de l'air respiré, il va se dissoudre d'une manière plus importante. Donc la surdissolution. Donc la dédissolution, c'est un peu l'inverse de la surdissolution. D'accord? Monsieur, وكيكونوا متابعين دونك لا دي ديسوليسيون كتبع على سور ديسوليسيون. La dédissolution, voilà, la surdissolution, la plongée, et la remontée, c'est, oui, ils peuvent être يعني متابعين l'un après l'autre, surtout lorsqu'il fait la plongée donc verticale, et également la remontée verticale. C'est un changement qui est successive et rapide. D'accord? Normalement, le phénomène, c'est que il faut que à la fois la plongée et la remontée, ils doivent se faire en palier, donc progressivement, pour ne pas avoir ces accidents, à la fois de la surdissolution et la surdissolution. D'accord, merci. Oui? Monsieur, Oui? est-ce que l'annihilation est le phénomène contraire de la matérialisation? Oui, c'est à peu près ça. L'annihilation, donc l'annihilation, il est écrit par un H et deux N, l'annihilation, c'est une énergie qui est excessive au niveau du noyau et qui va être éliminée à l'extérieur du noyau de l'atome en créant de particules. Pardon, donc ça c'est, je vais voir l'annihilation. Non, j'ai dit l'inverse. Normalement, l'annihilation, il y a un photon gamma, hein, l'annihilation, c'est un électron positif, donc un électron, un positron, qui va s'associer à un électron et ils vont donner deux photons de 511 kV chacun et d'un angle de 180 degrés. C'est un phénomène qu'on utilise dans l'imagerie par tomographie par émission de positrons. Là maintenant, le phénomène de matérialisation, c'est que l'excès de l'énergie qui est supérieur à 1,022 MeV, ça veut dire c'est l'équivalent de deux particules chargées légères, un électron et un positron. Donc, il y a cet excès d'énergie au niveau du noyau de l'atome et il va être expulsé à l'extérieur de l'atome sous forme de particules, d'un électron et un positron. D'accord? Et les conséquences, c'est que le positron, il va réaliser une annihilation après et l'électron, il va faire ses excitations et ionisations. D'accord? Donc, la différence, c'est que la matérialisation, il faut que l'excès d'énergie soit supérieur à 1,022 MeV au niveau du noyau de l'atome. Et l'annihilation, il peut se faire par un électron positif. Dès qu'il est émis dans la matière, il va rencontrer un électron négatif et ils vont donner deux photons gamma de 511 keV chacun. D'accord? Oui, merci. Monsieur, s'il vous plaît, Oui? est-ce qu'on doit retenir le rayon, la puissance et l'indice de réfraction de chaque dioptre dans notre œil? Le rayon, la puissance et l'indice de réfraction. Bon, on doit pas, je ne demande pas de l'apprendre par cœur, mais
Il faut savoir, par exemple, l'indice de réfraction, il y a deux indices. Il y a l'air de l'extérieur de l'œil et de l'eau à l'intérieur 1,33. Les rayons de courbure, c'est surtout la cornée. C'est elle qui va... donc, il faut quand même connaître la valeur. Donc, surtout dans l'œil réduit de listing. Il faut connaître ce rayon parce qu'il est important, c'est ce rayon qui se base, les appareils, le kératoréfractomètre, il se base sur ce rayon pour vous définir l'anomalie, est-ce que vous êtes myope ou hyperope ou normal. D'accord? Parce que c'est de là qu'il peut mesurer la puissance de chaque œil. Donc, je ne demande pas de l'apprendre par cœur. D'ailleurs, c'est des petits résumés que vous pouvez résumer tout le cours de biophysique dans des petits résumés de 3 pages. Et vous retenez l'essentiel et vous pouvez le réviser à la fin. Donc, par exemple, la veille ou même donc entre donc lorsqu'il y a les intervalles entre les modules. D'accord? Mais je ne vous demande pas d'apprendre les détails. Les détails, c'est pas votre... C'est surtout des bases. Donc, c'est des bases physiques que vous allez utiliser au fur et à mesure. OK? D'accord, monsieur, merci. Oui? Monsieur, Oui? quel est le potentiel au repos au niveau cochléaire? Au niveau cochléaire. Cochléaire. Alors, la cochlée, c'est au niveau de l'oreille, c'est ça? Oui. Le potentiel de repos au niveau cochléaire, c'est un potentiel. Peut-être il n'y a pas de... Donc la cochlée, il est composé déjà de cellules ciliaires. Donc les cellules ciliaires, on a dit qu'il y a les cellules ciliées internes et les cellules ciliées externes. Et ces cellules ciliées, c'est eux qui vont retenir à travers la membrane basilaire le signal physique qui est le son. Ils vont donc enregistrer ce signal et ils vont se dépolariser pour émettre des neuromédiateurs vers l'axone des neurones spinales. Donc, c'est des neurones qui vont transmettre le signal ou la différence de potentiel ou les médiateurs. Donc, de ces cellules ciliaires vers les cellules spinales, ça veut dire de la moelle épinière. Et de là, il y a les axones ou les prolongements de ces cellules qui vont vers le noyau temporal ou vers le bulbe ou vers le centre d'audition. Donc, les cellules ciliées, externes ou internes, ils ont un potentiel de repos et un potentiel d'action. Le potentiel de repos, c'est, je ne sais pas exactement la valeur, mais aux alentours de moins 70 millivolts ou moins 60 ou millivolts. Donc, tous les potentiels des cellules neurologiques, c'est à peu près comme ça. Exactement, peut-être la prochaine fois, je vais vous le dire plus en détail. Mais le potentiel d'action, c'est que mais ce potentiel de repos, lorsqu'il n'y a pas de son, par exemple, lorsqu'il est, le sujet, il est endormi, lorsqu'il est en sommeil profond. Et il y a l'inverse, le potentiel d'action lorsqu'il est maintenant, par exemple, vous m'entendez, il y a un potentiel d'action qui est se créer chaque instant pour envoyer le message et bien sûr la reconnaissance des syllabes et du son et de la parole. D'accord? Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Concernant la différence, quelle est la différence entre l'imagerie anatomique et l'imagerie médicale au point de vue des rayonnements? L'imagerie médicale, il contient beaucoup bon, on va dire, il contient à la fois l'imagerie anatomique. C'est quoi l'imagerie anatomique? C'est le scanner, c'est la radiographie standard, c'est l'abdomen d'abdomen, donc l'image de l'abdomen. C'est le CIRM également, c'est une imagerie anatomique.
parce qu'il montre l'anatomie de l'organe. Il va montrer une coupe de l'abdomen. C'est les coupes anatomiques que vous êtes en train de faire dans l'anatomie. Il va vous montrer, donc, par exemple, le foie, il est à droite, la rate, il est à gauche, le cadre colique, selon la coupe. Bien sûr, les vertèbres en postérieur, et le pancréas en avant. C'est une coupe anatomique qui n'est pas, qui donne les images donc l'anatomie des organes de notre corps. L'imagerie, le deuxième type d'imagerie médicale, c'est l'imagerie fonctionnelle. Par exemple, la scintigraphie, c'est une imagerie fonctionnelle. Je peux faire une scintigraphie thyroïdienne. Il peut me donner une thyroïde qui est hyper fonctionnelle. Dans ce cas-là, la thyroïde, il fixe intensément, donc il y a beaucoup de signaux qui sortent de la thyroïde. On parle d'une hyperthyroïdie, donc je peux déduire la fonction de chaque organe. Une thyroïde qui ne fixe pas, c'est une thyroïde qui est parfois, une thyroïdite, il est bloqué, il est en hypothyroïdie. Par exemple, un nodule, il peut être hyperfonctionnel, il peut être un nodule froid, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Donc c'est une image qui est fonctionnelle, qui donne une idée sur la fonction de chaque organe, le cœur, le cerveau. Également, on peut utiliser l'imagerie cérébrale pour les maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer, les maladies telles que le Parkinson, donc les noyaux gris centraux. Et également, il y a d'autres types d'imagerie médicale. Il y a l'imagerie, par exemple, avec les fibres optiques telles que la sonde, telles que la fibroscopie. Donc, on peut voir donc, ce qui est à l'intérieur du tube digestif, la coloscopie au niveau du côlon. On peut voir même, il y a l'arthroscopie, on injecte un produit et une petite sonde. Donc maintenant, l'imagerie médicale, il est très vaste. Il fait intervenir beaucoup tels que les fibres optiques, tels que les caméras, tels que les rayons X et autres. D'accord? Mais il ne faut pas confondre l'imagerie fonctionnelle, qui est la scintigraphie, et l'imagerie anatomique, telle que le scanner et la radiographie. Oui? Oui, monsieur. Monsieur, juste concernant l'imagerie anatomique, est-ce qu'elle utilise des rayonnements, par exemple l'émission bêta- ou émission bêta plus ou capture électronique, ou elle utilise uniquement les émissions gamma? D'accord. Pour l'imagerie anatomique, il utilise surtout les rayons X. Les rayons gamma, c'est l'imagerie fonctionnelle. Donc, il ne faut pas confondre. Les rayons gamma, c'est la radioactivité. C'est des rayons qui sont d'origine nucléaire et c'est un produit radioactif qu'on va donner au patient, on va injecter, et c'est des rayonnements qui viennent de ce radionucléide, qui est un produit radioactif. Alors que le rayon, ça c'est l'imagerie fonctionnelle. Pour l'imagerie anatomique, c'est des rayons X qui sont émis à travers un tube à rayons X. Le scanner, par exemple, le scanner, c'est des rayons X qui surviennent d'un tube à rayons X par transmission à travers le corps. On parle d'imagerie de transmission et c'est une imagerie anatomique. Pour l'imagerie fonctionnelle ou la scintigraphie, c'est une imagerie par émission. Donc les rayonnements, ils viennent du patient. Alors pour le deuxième, donc les rayons X, l'imagerie anatomique, c'est par transmission. Les rayons, ils surviennent d'un tube à rayons X. Normalement, je pense, vous allez le voir avec le professeur Lelge pour que vous compreniez exactement la différence entre les deux. D'accord? Oui, monsieur, merci beaucoup. De rien. Oui? Vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui? monsieur pour parce que قلنا l'excès ديال لي بروتون فاش كيكون عندنا l'excès ديال لي بروتون اما كيكون عندنا واحد بيتا بلس او لا كابتور الكترونيك فاش يكون عندنا ديك كابتور الكترونيك كيكون عندنا واحد ليبيراسيون ديال ان غاما واش هاد غاما غراس لانيلاسيون يعني بيكونوا عندنا جوج ديال لي غاما او لا غير واحد كوم برودوي. Alors, la capture électronique, d'abord, il y a les effets secondaires de la capture électronique. Il y a un électron qui est capturé de la couche la plus proche. Donc, il y a un trou. Il peut
être remplacé par un électron périphérique avec émission d'un rayon X ou d'un électron OG, un électron périphérique. Ça, c'est pour le cortège électronique. Alors, pour ce qui est le rayon gamma, tous les noyaux qui sont, lors des émissions ou lors de phénomènes de capture électronique, qui sont excités, ils vont se désexciter et ils se désexcitent en émettant l'excès d'énergie sous forme de rayon gamma d'origine nucléaire. Donc, la capture électronique, il y a trois phénomènes. Il peut y avoir l'émission de rayons X, l'émission d'électrons OG au niveau du cortège électronique et l'émission gamma lors de la désexcitation du noyau par ce phénomène de capture électronique. D'accord? Vous avez noté? C'est bon? Vous avez d'autres questions? Allô? Oui? Monsieur, Oui? monsieur, normalement, vous avez dit que le phénomène de surdissolution, il doit être intervenir lors de la plongée, non pas lors de la remontée, parce que lors de la remontée, on a la pression, une diminution de pression, c'est-à-dire on a une dédissolution. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Mais dans le paragraphe, vous avez le mettre lors de la remontée. Vous avez dit que lors de la remontée, on a une surdissolution. Lors de la remontée, peut-être c'est une erreur, lors de la remontée, il y a une dédissolution et il y a une surdédissolution. Ça veut dire que l'air ou le gaz qui est dissous, il va se redédissoudre, c'est-à-dire il va devenir gaz lors de la remontée. Donc peut-être c'est une erreur, je vais rectifier. Vous m'écrivez, c'est la loi de Henry. Donc je vais mémoriser, je vais vérifier et on va vous rappeler la prochaine fois dans la séance de révision. D'accord? Interactif. D'accord, merci. Ouais. Alors, si vous avez d'autres questions, moi, on a fait déjà un retard à peu près de 15 minutes. Hein? Si vous voulez, donc on peut prolonger encore 15 minutes. Notre interactivité. Oui? Allez-y. Monsieur. Oui? En effet, l'électron qui est éjecté n'induit pas des ionisations, des excitations des atomes du milieu. J'ai pas bien entendu. Concernant l'effet Compton, Oui? l'électron qui est éjecté n'induit pas des ionisations ou bien des excitations avec les atomes du milieu, car l'interaction se fait entre un photon et un électron libre. Si normalement l'effet Compton, c'est le même effet que l'effet photoélectrique. Ça veut dire qu'il y a une émission d'un électron qui va ioniser et exciter les atomes à proximité. Mais il y a un autre effet, c'est l'effet du photon Compton. Il y a un petit photon qui va résulter, il n'est pas totalement absorbé comme l'effet photoélectrique. Donc ce photon Compton, il peut ioniser et exciter il peut agir au niveau d'autres atomes. Donc il y a à la fois l'excitation et l'ionisation par l'électron Compton et l'effet par le photon Compton. Il y a des deux phénomènes. Parce que le photon, il n'est pas absorbé complètement. Il y a un petit photon qui sort de l'atome après cette interaction. D'accord, merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? S'il vous plaît, quelle est la signification de la cohésion nucléaire? Oui. La cohésion nucléaire. Donc, normalement, j'ai dit qu'au niveau du noyau, il y a des charges positives. Il y a des protons qui sont chargés positivement. C'est des particules lourdes et ils ont un champ électrique. Ça veut dire les noyaux, surtout les noyaux dont le nombre de masse A il est élevé, par exemple l'iode 131, par exemple l'uranium,
ils ont donc beaucoup de noyaux qui sont chargés positivement. Et ces noyaux, ils vont, donc au niveau de... Et ces protons, ils ont tendance à s'écarter parce qu'ils ont les mêmes charges. Donc, ils essaient de s'écarter entre eux. Et donc la cohésion, ça veut dire ce noyau, il n'est plus à l'état stable, il est un peu désintégré, donc il y a une instabilité, il n'y a plus une cohésion, ils ne sont plus consolidés ces protons, mais il va se convertir en un autre noyau par le biais de, on a dit que le proton, il va se convertir en neutron. Lorsque le proton se convertit en neutron, le neutron, il n'a pas de charge. Le neutron, donc, on a la courbe de stabilité qui tend vers le nombre de neutrons plus élevé que le nombre de protons. Et de cette manière, donc, il va y avoir donc ce conflit entre les protons, il va être rétabli en se convertissant en neutrons et en contrepartie, ils vont émettre les particules telles que les bêta-, les bêta+, et les gamma. Et bien sûr, les gamma également à la fin. Donc, une cohésion nucléaire, ça veut dire c'est une désintégration. Donc, le noyau, il n'est plus stable, il a envie de s'éclater, il a envie parce qu'il y a une charge qui est excessive. De même, donc les protons sont de même charge. D'accord? C'est pour cela, donc, ils vont se convertir en neutrons. Et lorsque le phénomène il est excessif, donc il va y avoir l'éclatement du noyau, c'est ce qu'on utilise au niveau des réacteurs nucléaires, en émettant des neutrons directement au niveau du noyau qui va s'éclater pour donner la fission nucléaire. Il s'éclate, donc le noyau, il y a une fission, il se casse. C'est la réaction nucléaire. D'accord? Oui, monsieur. Donc, c'est l'origine des différents types de radioactivité. C'est la cohésion nucléaire. Oui, c'est un trouble, voilà, c'est la cohésion nucléaire qui est à l'origine de ces transformations radioactives et ces phénomènes d'émission. Donc, il y a des émissions, ça veut dire ils sont émis, ces particules et ces charges à travers le noyau vers le milieu extérieur de l'atome. D'accord, monsieur. Merci. Ouais. Monsieur, est-ce qu'on va faire donc les QCM كانوا في le début? نعم. هذوك les QCM اللي كانوا في le début واش غنديرهم ولا la séance prochaine? Si vous voulez, alors, je peux vous les envoyer, mais j'ai pas de mail de le responsable qui a le mail. Qui est le responsable ou le représentant? Maître, je suis le responsable. Voilà, vous m'envoyez votre mail. Donc c'est... Je vous ai envoyé un email ce matin. Yahya, c'est ça? Oui. Alors, oui, vous m'avez envoyé un mail? Oui. فين يلا دابا ولا avant? Là, le matin, vers 9h, je pense. D'accord. Dans Yahoo, yahoo.fr? Oui. Oui. Ok, donc je vais le revoir. On sait comme le fichier pour que vous le travaillez. Donc vous allez le partager avec vos collègues et comme ça on peut faire des petites révisions ou des QCM ou même des questions au fur et à mesure. Et pour passer par la suite les cours qui vont suivre l'optique, l'audition et le milieu intérieur, donc au fur et à mesure. D'accord? Donc j'ai peut-être 6 séances ou 7 séances interactives. On va les faire au fur et à mesure. Et comme ça, donc on peut faire des révisions sur... c'est des questions à choix multiples que vous allez normalement avoir comme contrôle à la fin de ce module, à la fin de l'année. OK? Oui, professeur. Voilà. Donc, oui, si vous n'avez pas d'autres questions, la prochaine fois, donc je vais voir mon mail pour vous envoyer le fichier directement et on peut travailler au fur et à mesure si vous avez des questions et
Donc, on fait donc le tour de tous les chapitres, donc tous les modules, le module de biophysique. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une petite question. Oui, Concernant les neutrons, on les a classés parmi les particules au niveau des rayonnements ionisants, mais ouais. au niveau de l'interaction avec la matière, Ah, oui, on les a cités comme étant des rayonnements non chargés. oui. Alors, ce sont des particules lourdes, mais ils ne sont pas chargés. C'est des particules lourdes parce qu'ils ont le neutron, il a un poids ou la masse du proton. Mais ils n'ont pas de champ électrique. Donc, les neutrons, on ne les utilise pas au milieu médical parce qu'on ne peut pas les contrôler. Ils n'ont pas de... Mais on les utilise dans les réacteurs nucléaires. Mais ils ont le même effet que les particules chargées lourdes, par exemple le proton et le deutéron ou les fragments de fission des noyaux. Donc, et en plus, puisqu'ils ne sont pas chargés, ils n'ont pas un champ donc coulombien, un champ électrique, ils peuvent passer à l'intérieur, donc j'ai dit de l'atome, jusqu'au noyau pour bien sûr faire ce qu'on appelle la fission nucléaire. Mais on ne l'utilise pas au milieu médical. Les neutrons, c'est surtout l'utilité dans les réacteurs nucléaires pour faire ces fissions et pour faire la production des radiotraceurs, des radioéléments, et bien sûr également dans le domaine de l'électricité nucléaire et tout ça. D'accord? Oui, professeur. D'accord. Merci. De rien. Monsieur, je Oui. n'ai pas compris comment la membrane tympanique se déplace en bloc et par secteur pour les hautes fréquences. Comment la membrane tympanique se déplace? En bloc pour les basses fréquences et par secteur Alors, pour les hautes fréquences. ouais. Pour les basses fréquences, c'est le son grave. Donc, les basses fréquences, c'est le son grave. Et les hautes fréquences, c'est le son aigu. D'accord, c'est ça. Oui. Pour le son grave, c'est un son qui est donc surtout les instruments de musique, par exemple les gros fanfares, les gros violons, c'est un son grave. Et donc le son qui est grave, donc c'est un son qui a une fréquence qui est faible et il va déplacer l'ensemble donc de la membrane tympanique. Inversement, pour le son aigu, c'est les petits flûtes, c'est le petit violon, c'est les murmures des oiseaux et tout ça. C'est un son qui est aigu et il est de manière que sa fréquence, il va déplacer la membrane tympanique par secteur et non pas l'ensemble de la membrane tympanique. Mais je n'ai pas signalé ça en cours. Peut-être la prochaine fois, on peut le développer plus en détail. Si vous voulez, on peut le voir. Je sais bien qu'il y a des QCM anciens, il y a ces questions, mais normalement, dans ce cours de cette année, j'ai un peu passé devant ces détails-là. Donc, j'ai pas mis ces détails du cours. OK? Oui, merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Dans la chambre d'ionisation, pourquoi on utilise les gaz rares précisément? Là, dans la chambre d'ionisation. Oui, oui. La chambre d'ionisation. Oui. On utilise les gaz rares dans la chambre d'ionisation parce que c'est des gaz qui sont déjà, les gaz rares, ils sont facilement ionisables. Donc, c'est par exemple l'argon ou le krypton, et ils sont dispersés. Donc, ils vont occuper toute la chambre d'ionisation. Ça veut dire qu'ils sont plus fidèles
à représenter les rayonnements qui vont agir au niveau de ces chambres d'ionisation. Au niveau de l'enceinte de chambre d'ionisation, ils ont une représentativité où ils sont homogènes, on va dire. C'est des gaz qui sont facilement ionisables. Ils reflètent l'intensité des rayons qui vont agir sur l'ionisation par les rayonnements ionisants. D'accord? Oui, monsieur, merci. C'est bon, vous avez d'autres questions? Monsieur, pour Oui. les cours, Monsieur, s'il vous plaît. Il y a deux cours où on a un problème de son. J'ai pas bien entendu. Le son, il est faible. Vous montez un peu le son. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. On a deux cours qui sont presque non sonorisés. Il y a le cours de médecine nucléaire et force et grandeur. Maintenant, on a des cours. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont non sonorisés. D'accord, d'accord. Je vais voir, je vais revoir ça et je vais demander à mon collègue Mtran pour qu'il revoie pour la médecine nucléaire et pour les grandeurs, je vais voir pourquoi sûrement il y a un petit problème technique, je vais le corriger pour la sonorisation. Le premier cours du milieu intérieur, c'est ça? Grandeur et mesure. Monsieur, deuxième. Oui. Les forces et dérivées. Et grandeur D'accord. dérivée. D'accord. Les grandeurs et dérivées, les forces et dérivées, ok. Les forces et dérivées et ok. Je vais les revoir pour les resonoriser. C'est bon. Donc peut-être la prochaine fois, on va revoir les petits détails de ce que vous avez. Donc des questions qui sont un peu ambiguës et pour ces cours non sonorisés. Et on va travailler un peu les QCM par chapitre. Par exemple, on va voir les 4 premiers ou les 3 premiers chapitres, les 3 premiers cours ou les 4 premiers cours et au fur et à mesure, on fait des QCM avec réponse et interactivité sur des questions peut-être diverses, même en dehors de ces cours-là. OK? Donc, on peut finir la conversation ou vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Ouais. Merci, monsieur. Bonne Merci, journée. monsieur. Bonjour. Allez, Merci. bonne journée. Allez, Allah ya'akoum. Slama. Merci beaucoup, monsieur. J'ai une question.